Notre ami Binyamin Cohen a raconté une très belle histoire maintenant d'un monsieur qui, malgré le nez que le rabbi lui a fait, il est toujours aussi. Non, il est pas plus proche du rabbi qu'avec le nez ou sans le nez. Et c'est ça le chidouche d'un chassid. Mais tu confirmes cela, ce qui s'est passé. Un chassid, c'est quelqu'un qui, même si ce que dit le rabbi ne se réalise pas, il est toujours attaché à lui. C'est ça la force. Il y a des gens qui sont avat, tlouya badavar. Ils ont un lien au rabbi qui est dépendant de si ça marche ou pas. Si la bracha elle marche, je suis attaché. Si elle ne marche pas, je change de crèmerie. Donc, quel est le chidouche d'un chassid? C'est justement même quand le rabbi lui dit quelque chose, pour lui, il prend ça pour argent comptant, et ça ne se réalise pas. Il peut même quitter cette terre sans que ce soit réalisé, ou le rabbi peut quitter cette terre sans que ce soit réalisé, et il est quand même toujours attaché. On voit ça dans Parshat Korach. Chaque fois, d'ailleurs, vous remarquez que la Gimel Tammuz tombe toujours en kécher entre Parshat Korach et Parshat Chukat, mais surtout Korach. Comme dit le Maral de Prague, il dit, comme dans chaque génération il y a un Moshe, dans chaque génération il y a un Korach. Il faut qu'il y ait du Korach. Alors on ne parle pas des rabbanim qui ont été les Korach de cette génération, que je ne citerai pas pour ne pas choquer les oreilles chastes. Pas chaste. Pas pour citer pour des rabbanim, c'est parce qu'il y a eu des Korach. Bon, Hachem, ça ne manque pas. Maintenant, c'est pas important le Rav qui est Korach. Ce qui est important, c'est le Korach qui est dans chacun d'entre nous. Alors, c'est quoi Korach? C'est quelqu'un qui a un attachement à Moshe Rabbeinu qui dépend de quelque chose. C'est-à-dire, tant que ça colle, il se taisait, quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marchait plus, il a dit « Ah, je suis plus d'accord, je le conteste. » C'est exactement ce qui s'est passé. Et quel est l'argument essentiel de Korach? Les gens ne font pas attention à ça. Il donne comme argument, il dit « Tu nous as dit, nous, Otanu, l'Eretz Zavatrala, Avodvash, tu nous as dit que tu nous emmènerais dans une terre où coule le lait et le miel, et bien sauf tu nous fais mourir dans le désert. Parce qu'on sait très bien que Korach, c'est juste après les Meraglim. Donc Moshe leur dit, mais vous ne rentrez plus. Et Korach, il vient et dit, ah, donc tu vois, tes promesses, c'est du bidon. C'est de la blague. Tu nous as promis et tu ne respectes pas ce que tu as promis. Ça, c'est ce qu'on appelle Korach. Ça veut dire que tant que la manne, elle tombe, tant que la mer Rouge, elle s'ouvre, tant que Matan Torah, tant qu'il y a des bonnes choses, je gagne la guerre d'Amalek, tant qu'il y a des bonnes choses, je suis avec Moshe Rabbeinu. Dès qu'il y a un problème, ça ne tient plus la route, eh ben, moi aussi je change de... Je tape à une autre porte. Ça, c'est ce qu'on appelle le manque de Hitkashrut. La Torah, c'est pas un système à l'américaine où je ne joue une action que si elle gagne de l'argent. Tu peux jouer une action même si elle perd. Et on voit bien que le Rabbi Rayatz, parce que maintenant on approche de Yud Bet Tammuz, le Rabbi Rayatz, il a fait des promesses à des chassidim, et ils sont tous morts en Sibérie. Et pourtant, ils ont continué à croire que le Rabbi Rayatz n'était pas un menteur. Ah, tu vas dire quoi? C'est une bavure, c'est une erreur de calcul, etc. Non, parce qu'à partir du moment où tu penses qu'il y a ce qu'on appelle Rosh Bnei Israël, quelqu'un qui est la tête du Ham Israël, même ces promesses qui ne sont pas tenues, sont quand même, tu es obligé de les suivre. Puisque c'est comme ça, c'est comme dans l'armée. Nous sommes une armée. Dans une armée, même si le général, ou le chef d'état-major, il te donne tu dis d'aller dans une direction, et que là-bas, tu n'as pas gagné, tu as perdu,
Si le chef d'état-major ou le général, il a, après la guerre, on ne va pas le condamner à mort parce qu'il a fait un chicoul dans lequel il y a des gens qui ont gagné, des gens qui n'ont pas gagné. À partir du moment où c'est pas chas shalom de la négligence, comme Khaloutz qui, le jour où il a lancé la guerre du Liban, il téléphonait à la banque pour enlever ses actions, etc. On ne parle pas de quelqu'un comme ça. Dans le Khaloutz, c'est pas gêné. Le jour de la guerre du Liban, pendant qu'il envoyait les gens à la mort dans le combat, à le même moment, au moment où il téléphonait à la banque pour enlever ses actions, parce que comme quand il y a une guerre, les actions s'écroulent. On ne parle pas de gens crapuleux, on parle de gens qui ont fait un chicoul, et le chicoul n'a pas été réussi. Ou alors, tout simplement, qu'il y a des nistarot Hashem, il y a des choses où on dit au tzaddik de dire quelque chose, de faire quelque chose, et c'est pas toujours dans le sens que ça marche. Donc on voit bien que c'est pas la réussite qui définit le tzedek. Il peut y avoir des choses qui ne réussissent pas, et pourtant c'est comme ça, c'est le tzedek. Et c'est comme ça qu'on voit l'Aïd Kashrut. Donc c'est comme ça que tu vois l'Aïd Kashrut. Ça veut dire d'après le fait que tu as repéré que le rabbi c'est Emet, d'accord? C'est Emet, il n'y a pas une nekuda où tu peux dire qu'il a joué sa carte à lui, il avait des intérêts privés. Donc même si tu vois que les choses ne se réalisent pas dans le temps que tu vois, et même si elles ne se réaliseraient jamais, il va savoir. Tu ne dois pas dire « Ah, c'est faux, donc je m'accroche à autre chose. » Comme le pauvre chaliard de Bombay, tu aurais pu dire « Voilà, quand quelqu'un en shlichut, il ne peut pas avoir de dommage. Shluché mitzvah, les gens qui font une mitzvah n'ont pas de dommage. » Et tu vois, pourtant il a été endommagé. Et plein de cas comme ça dans l'histoire. Et tu vas dire à chaque fois qu'il y a eu c'est une fausse, c'est une de tactique. Une fausse tactique. Que ça marche pas. Non, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'en vérité, dans le monde, il y a un koach. On va pas citer dans un il y a une force qui veut empêcher la Kedusha d'avancer. Et la Kedusha, elle est bloquée, et surtout vers la fin de la galoute, il y a énormément de force pour empêcher que la Kedusha gagne. Parce que si la Kedusha, elle gagne, alors il n'y a aucun obstacle. Non, il n'y a aucune réalité aux forces du mal. Donc tu enlèves le libre arbitre. Donc automatiquement, les forces du mal, elles sont très très fortes quand la galoute se termine. Et donc il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est justement, comme dit le Midrash, il faut se protéger dans le Beth Midrash, c'est-à-dire étudier la Torah, faire des choses qui sont, entre guillemets, censées protéger, et c'est tout. Et passer entre les gouttes de la galoute. Il ne faut pas venir en héros, en disant moi je crains rien, moi je suis Superman. Non, il faut au contraire faire profil bas pour ne pas attirer les forces du mal. C'est pas pour rien qu'après Korach, maintenant il y a qu'est-ce qu'il y a maintenant? Balak. C'est quoi Balak? Balak, c'est l'ancêtre du Mashiach. Balak, c'est l'ancêtre du Mashiach. Ah, tu aurais dit Mashiach, on aurait dû le faire descendre que de tzadikim, le grand tzadikim, très très élevé et très connu. Qui c'est les ancêtres du Mashiach? C'est Lot qui a un enfant avec sa fille. C'est que des histoires scabreuses. Depuis Lot, après on passe par Yehuda et Tamar, après on passe par Ruth et Boaz. Chaque fois, pour éviter d'affronter directement les forces du mal. Tu les camoufles. Tu es obligé quand tu as affaire aux forces du mal, ne dis pas Katanalai, c'est petit pour moi, je peux y aller. Non, même une petite chose, elle peut être un mirchol pour un obstacle pour quelqu'un qui est dans la Kedusha. C'est pour ça qu'il faut être très 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 humble, très cheval roi,
est vigilant en disant que Dieu fasse qu'il n'y ait pas d'obstacle au chemin que je fais, et discrètement je passe. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, tout le monde connaît ça, pourquoi le Rav de Lublin il a fondé le Daf Yomi, pourquoi le rabbi précédent il a fait le sujet de Ritat, et pourquoi le rabbi il a fait le Rambam, pourquoi c'est Takanot. C'est qu'en vérité le Satan il va dire quoi, ceux-là ils ont la prétention d'étudier toute la Torah dans un an. En une année je vais étudier toute la Torah, mais je ne le laisserai pas celui-là. Ou je vais tuer toute la Torah chez Béalpé par le Rambam, ou je vais tuer tout le chasse dans Daf Yomi en 7 ans. Il n'est pas question que je le laisse faire. Maintenant, quand le Satan il voit que. Je dis non, moi je prends qu'un petit morceau aujourd'hui. Je fais que paracha de. Je fais que Rishon avec Rashi. Je fais que Rishon avec Rashi, pas plus. Ah, d'accord. Rishon avec Rashi, c'est très loin de toute la Torah là. Tu fais que un Pérec de Rambam. Oh, c'est très loin de connaître tout le chasse. Etc. Le Satan il laisse faire, puisque comme c'est Khatichot, donc les forces du mal ne s'attaquent pas. Ouais. Elles ne s'attaquent pas puisque tu fais tranche par tranche. Et alors, quand tu te retournes, après tu dis, ben voilà, j'ai fini le chasse en 7 ans, j'ai fini le Rambam en 1 an ou en 3 ans, j'ai fini tout le Chumash avec le Rashi, je suis en fait un Talmid Chacham, et l'autre il m'a rien vu. Puisqu'il a dit, ah, une petite tranche ça, une petite tranche par contre, ah, on voit rien du tout. Donc on voit que c'est aussi une des raisons de cette takanot, c'est pour empêcher quand les gens ils ont un grand projet. Il y a des gens qui disent, moi j'ai un grand projet, je veux finir toute une série une sidra de livres, toute une série je vais la finir. Ne dis pas je vais faire toute une sidra, dis je vais faire une page tous les jours, ou je vais faire un petit chapitre toutes les semaines, et avec le temps, le Satan te laissera tranquille. Donc c'est toute la chita pour se battre contre les forces du mal, c'est justement d'être discret, d'être comment dire, humble, c'est sûr, mais d'être modeste, d'être peu exigeant. Je ne veux pas être exigeant, je ne veux pas dire je veux tout faire bien. Non, je vais faire chaque heure, je vais essayer de faire un peu bien chaque heure. Et à la fin de la journée, si j'ai fait tout bien, ne dis pas que tu as fait tout bien, que ça va te coucher, et reste tranquille. Et demain matin, on recommence la même chose. C'est comme ça que ça doit marcher. Maintenant, les gens ne savent pas une chose, c'est que le rabbi était profondément pessimiste. Très profondément pessimiste. Parce qu'il connaissait la Metsiout, la réalité. Et malgré tout, il ne montrait jamais ça. Parce que si tu montres du pessimisme, alors tu n'as aucune chance de gagner le combat. Tu es obligé de montrer de l'optimisme. Comme je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois, il y avait un monsieur qui habitait à Jérusalem. Il travaillait au ministère de la Défense. Dans les computers, pas dans les secrets de la défense. Dans l'informatique. Et un jour, le Mankal, le directeur du bureau, il leur dit, voilà, écoutez, on va tout déménager, on passe dans un autre bâtiment. Alors vous allez tous les bureaux, vous allez tout sortir et trier les papiers un par un. Vous jetez ce qu'on doit jeter, vous mettez dans les caisses qu'on doit emmener. Alors voilà, le monsieur lui dit, écoutez, voilà, vous êtes chargé de ce bureau-là. Tous les tiroirs et toutes les archives, vous sortez, tout ce qui est important, vous gardez, ce qui n'est pas important, vous jetez. Et vous faites ça par papier, bien évidemment. Lui c'est un chassid du rabbi, et donc il commence son travail, il prend les dossiers en avant, il sort lettre par lettre, et puis Tom il voit une lettre que le rabbi envoie au ministre de la Défense, qui était à l'époque Moshe Arens. Moshe Arens, il voit une lettre du rabbi, il s'assoit pour lire de quoi ça parle. Dans les dossiers, oui. Oui, il a prise d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la lettre? Le rabbi dit à Moshe Arens, je sais que la situation
en Israël est catastrophique au niveau de la sécurité, puisque vous, sans arrêt vous vous laissez faire, etc. etc. Et on a vu ça depuis la guerre de 73, que vous attendez que les goïms nous attaquent pour... et je ne vois pas d'espoir parce que tout le système est envahi par la gauche, etc. etc. Et donc, il n'y a pratiquement aucun espoir que les choses changent. Et vous avez beau être ministre de la Défense, et vous êtes à droite avec M. Jamir et tout, Israël ne donne aucun signe de faire tchouva dans ce sens-là. Et maintenant, si vous me demandez pourquoi je ne parle pas de ça en public, je dis parce qu'il n'est pas question que je démoralise les gens qui écoutent. Et donc, à vous, je vous le dis, mais je suis très pessimiste sur la situation du Ham Israël en Israël. Le gars, il prend cette lettre, tu vois. Et donc, c'est un scoop. C'est-à-dire que toi, quand le rabbi, tu l'écoutes, tu dis, les goïs vont avoir peur, nanana. En vérité, le rabbi sait très bien que tu es obligé de dire ça en haut, même si par en dessous, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que tu ne peux pas diffuser un message réaliste, tu es obligé de diffuser un message positif et optimiste. Tu es obligé. Même si c'est faux. Même si c'est faux, parce que d'abord, on a toujours l'espoir que les gens fassent chouva. Tu n'as pas le droit, comme j'ai dit hier, j'ai dit un scoop hier dans le Formangen, que dans le Hayom Yom que nous avons, le Hayom Yom, il y a quelqu'un qui l'a coupé, enfin celui qui a écrit Hayom Yom, il l'a coupé d'après les jours de l'année, les jours de l'histoire. Donc c'est-à-dire le premier jour de Hayom Yom, c'est depuis Adam Arishon. Et après, il coupe l'histoire du monde d'après Hayom Yom. Et donc c'est quoi Gimel Tammuz? Il dit Gimel Tammuz, quand tu le découpes, c'est la période où Ménaché, le roi Ménaché, qui pendant 33 ans a fait Avodah Zarah, il a tué, c'est pour ça que son père ne voulait pas avoir d'enfant à cause de lui. Voilà. Il a fait tchouva à ce moment-là. Et ça correspond au Gimel Tammuz, quand tu découpes l'histoire de Pierre Damarishon. C'est un grand ridouche. Ça veut dire que Gimel Tammuz, ça veut dire je dois croire que même Ménaché, le roi Racha, 33 ans, même lui, il va faire teshuva. Donc je n'ai pas le droit de dire qu'il n'y a pas d'espoir. Tu n'as pas le droit de le dire, puisque c'est faux. Il y a de l'espoir. Même si Befoal, ça prend du temps, et ça tourne, et ça traîne, et ça patauge, et ça... Tu es obligé de dire que sauf, ça va bien se passer. Donc ça sert à rien de décourager les gens en disant « Ah, mais pour l'instant, je te le dis, voilà la preuve, ça, tac, les faits sont là. » Je dis, les faits sont là, mais je dois pas trop les regarder, sinon je mens avec la Torah qui dit que le monde est bon et le juif est bon et la fin du film c'est bien, etc. Tu es obligé de dire comme ça. D'accord ? Et donc, maintenant on rejoint ça avec la fameuse anecdote que le rabbi joue toujours aux échecs, une fois par an, il joue aux échecs avec son beau-père. Le soir du 24 décembre, il jouait aux échecs avec son beau-père. Et son beau-père disait qu'il est tellement intelligent, le rabbi, qu'il le gagne à chaque fois. Et ça veut dire jouer aux échecs. Quand on joue aux échecs, dans toute chose dans la vie, c'est quoi le jeu des échecs? C'est pas de jouer le coup d'après, c'est de jouer à long terme, dans 10 coups, avoir des coups d'avance, sur 7, 8, 9, 10 coups, mais pas le coup immédiat. Comment il s'appelle, un grand homme politique français, il disait
Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. C'est pour ça que depuis Shamir, il n'y a pas de gouvernement en Israël. Il y a des fantoches, mais il n'y a pas de gouvernement. Un gouvernement, c'est des gens qui prévoient ce qui va se passer. Quand tu fais ça, quand tu reçois des coups, tu fais ça, ça ne s'appelle pas gouverner, ça s'appelle réagir au maximum. Et encore réagir avec des pincettes. D'accord ? Mais un vrai gouverneur, un vrai moshel, un vrai dirigeant de pays ou d'endroit, il dit voilà, il va y avoir ça bientôt, donc il faut faire ça maintenant. Ah, et à plusieurs à l'avance, bien à l'avance. Donc c'est clair qu'il n'y a plus aujourd'hui de gouvernants dans le monde, et en Israël non plus, c'est pas shoot, c'est qu'il n'y a que des gens qui réagissent à des crises, à des situations de crise. Avec des murs. Il n'y a jamais de prévoir ce qui va se passer et de le faire bien. Donc ça c'est pshita, il n'y a pas de gouvernant. Mais dans le rabbi, lui, c'était un gouvernant. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que la galoute, le principe de la galoute c'est une machala. La galoute c'est une maladie. C'est pas une situation naturelle. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle on dit que Mashiach viendra au lame que minago noeg. Alors les gens disent, c'est-à-dire que le monde se conduira normalement. On dit ça, c'est ça le chidouche, que le monde se conduise normalement. C'est un chidouche de Mashiach, ça. Il dit oui, monsieur, parce que dans la galoute, le monde ne se conduit pas normalement du tout, il s'aggrave. Le monde est abîmé. Il y a tout le contraire de la normalité. Donc quand on te dit, tu sais que le monde se conduira normalement, ça veut dire que c'est un très grand naisse pour nous de voir ça. De voir qu'enfin, tu laisses une valise d'$1 million dans la rue, avec écrit dessus $1 million, et tu repasses 2 heures après, elle est toujours là. Ça, c'est le monde normal. C'est le monde normal. Alors qu'aujourd'hui, même s'il n'y a rien dans la valise, et tu dis, la valise ne contient que des culottes, et des brosses à dents, ça m'intéresse. Quelqu'un il va te la prendre quand même, ne serait-ce que pour prendre. On l'a fait exploser. Donc la normalité, c'est quelque chose qui est pas dans la galoute. Donc la galoute, c'est une maladie, c'est pas une situation normale, c'est une maladie. Or tout le monde sait que malheureusement, en médecine, une maladie, si elle ne bouge pas, on appelle ça quelque chose de bénin. Quelque chose de bénin, c'est pas grave, on s'en fiche. Quelqu'un il a un problème quelque part, mais il bouge pas. Il peut vivre avec toute sa vie. Les docteurs vont dire, monsieur, vous n'êtes pas malade, rentrez chez vous. Je peux rien faire, il n'y a rien à faire. Quand est-ce qu'on intervient? Quand ça s'aggrave. Donc la galoute, c'est pas une maladie bénigne. Que tu peux faire la photo, 100 ans après, ça n'a pas bougé. La galoute est toujours la même galoute. Pas du tout. La galoute, c'est une maladie, donc elle s'aggrave d'heure en heure. Rocher à galoute, kafoul mchoupal. Elle s'étale. Ça double et ça redouble. Le rocher de la galoute, donc, ne fait que s'aggraver. Tant qu'il n'y a pas un arrêt à ça ne continuera qu'à s'aggraver. Donc le rabbi étant donné qu'il est un grand joueur d'échecs, il a vu le Etratson de 91, 92, il dit un Etratson, il faut profiter de ce Etratson. C'est un moment propice. Donc il faut absolument pousser à la roue, mettre le paquet pour que tac, ce Etratson soit accompli. Par contre, et il a pris un très gros risque, parce que si le Etratson est raté, il passe pour quoi le rabbi aujourd'hui? Pour quelqu'un qui annonce des choses qui ne se réalisent pas. Je vais dire, attends, mais Chachamim Mizaou veut dire Rechem. Il avait qu'à faire attention. Pourquoi il a monté la mayonnaise? Pourquoi il a monté la mayonnaise? Il aurait pu dire, ah, si on croit avec beaucoup d'espoir, Bezrat Hashem, Mashiach va venir maintenant. Non, il dit, oui, c'est immédiat, et c'est imminent, et n'ayez pas peur, et tout, alors tu dis ça foire, alors donc il ment. Non, tu dis, étant donné que la galoute va s'aggraver, il faut faire tout pour qu'elle s'arrête. Parce que après, la maladie va continuer de plus en plus fort. Et donc automatiquement,
après, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Il y a plus de remède. Tu es obligé encore plus d'être vigilant après. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'en vérité, ce qui se passe, c'est une situation de la galoute, d'aggravation des choses normales. Tu peux rien faire contre ça. Ce que tu peux, c'est justement, comme j'ai dit au départ, te calmer le jeu, prendre et pas t'affronter avec chutzpah en disant y a pas de problème, on va gagner. Non, tu sois calme, sois très vigilant, parce que la galoute ne fait que s'aggraver automatiquement, c'est sa nature. Hein? Kima, elle s'aggrave. Ah, d'accord. Kima, doucement, elle s'aggrave. Donc c'est pour ça que c'est ça le travail qu'on a à faire, c'est justement d'être très résistant, vigilant, et de se rendre compte en même temps que plus le temps passe, et plus effectivement les gens voient que le Rabbi voyait juste. Il n'y a pas tellement d'autres options pour le Ham Israël que d'attendre le Mashiach. Ouais. Donc Bezrat Hashem, il faut être optimiste, il faut être battant, il ne faut pas se laisser abattre, pas se laisser aller, et il faut être constructif surtout. Essayer de ne faire que construire. Construire un peu, doucement, chaque jour un peu, sans faire des grandes choses. Construire un peu. Voilà, ce soir on a fait un petit roi de laquelle rassemblé avec des divrei Torah, pas simplement rassemblé avec des chanteurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible que ça ressemble. À quel ça veut dire rassembler autour de la Torah, pas rassembler dans le vide. Donc Bezrat Hashem. Hein? J'espère. Et Bezrat Hashem, Dieu nous est miséricordieux et il aura pitié de nous. Il nous enverra le juste Messie le plus tôt possible. Be'etratzon u'berachamim.